Bonjour Frédéric, Bonjour Pichi. comment vas-tu? Eh bien ça va, malgré une période un peu fatigante, ça va. Bientôt les fêtes, ça va nous faire du bien, un peu de Absolument. repos. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de culture générale sur le thème de l'image, encore une fois. Cette fois-ci, un tout petit peu plus précise, parce qu'on va évoquer notamment comment définir l'image dans une dissertation. Donc c'est une thématique qui peut sembler un peu abstraite, même bizarre, parce qu'on se dit définir l'image en une phrase, ça peut paraître particulier. Mais je voulais voir ça avec toi, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui voient l'image comme une représentation d'un objet, d'un être ou d'une réalité. Placer cette définition en introduction dans toutes les copies, qu'est-ce que tu en penses, toi? La définition n'est pas fausse en soi, mais s'il n'y avait qu'une définition de l'image, évidemment on ne serait pas là pour en discuter, parce que ça ne ferait pas un thème d'année. L'image se décline, comme tous les thèmes que nous avons eus auparavant, de différentes façons, et la réduire d'emblée dans une définition que l'on voudrait première et quasiment définitive à n'être qu'une représentation, quand bien même, encore une fois, ce n'est pas faux, mais ce serait quand même extrêmement réducteur, et je pense que ça ne permettrait pas d'aborder les différents types de sujets que l'on peut avoir cette année au concours et même pendant l'année. C'est sûr que réduire un thème à une définition, en général, si on a un an pour y penser, si ce n'est même plus, c'est que forcément il y a plus profond. En parlant de définition, dans ces cas-là, on voit que beaucoup de sujets abordent potentiellement une forme de polysémie de l'image qui permet de voir plusieurs notions qui ne semblent pas directement liées dans la tête des étudiants. On pense notamment par exemple à l'image au sens d'objet de représentation, mais aussi à l'image de soi ou même aux images mentales ou mémorielles. Comment est-ce que, à ton sens, on pourrait faire pour définir dans un sujet qui mobiliserait potentiellement toutes ces définitions, quelque chose d'hybride, quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'il faudrait tous les aborder point par point? Est-ce qu'il faudrait essayer de les lier? Qu'est-ce que tu en penses? Ce qui est certain, c'est que les ayant travaillé pendant l'année, il va falloir les avoir en tête. Alors ensuite, ce n'est pas tant l'image par elle-même et sa polysémie, puisque par essence, les sujets que l'on va avoir vont jouer sur la polysémie. Mais c'est pas tant la polysémie du mot image qui va importer que la confrontation du domaine de l'image, domaine extrêmement vaste, au domaine de l'autre terme ou des autres termes des sujets qui vont être convoqués. Et trouver entre les deux ou trois domaines des points de conjonction, c'est ça qui va faire à la fois l'intérêt, mais aussi la difficulté d'un thème dont on s'est dit, enfin on en discute depuis un certain temps, et puis on rencontre les collègues, dont on se dit que c'est un thème extrêmement intéressant, passionnant, parce qu'il parle de notre époque, il parle à notre époque, mais pas seulement, il parle de toutes les époques, enfin, ce goût de l'image de soi, de l'image sociale, il suffit de lire les caractères de la Bruyère pour se rendre compte que c'est là, c'est déjà là, avec ce gros intérêt d'une œuvre du XVIIe, c'est qu'avec le recul, elle met les choses en perspective. L'idée même de perspective, d'ailleurs, est au cœur de l'image. Donc mettre les choses en perspective, c'est penser les choses. Et avec la Renaissance et l'invention de la perspective, tout à coup, l'image s'est mise elle-même à penser. Donc, c'est vrai que c'est un thème qui est extrêmement complexe. C'est un thème très technique également. Je pense que chacun l'aura mesuré depuis les 4 mois qu'on est dessus. C'est un thème très très technique sur lequel il faut maîtriser des notions qui peuvent être vraiment parfois ardues à appréhender. C'est vrai que de la mimésis à la métexis, il y a des choses qu'il y a à prendre en considération. Ce sont des éléments, alors on n'est pas obligé de tous être de grands spécialistes de l'affaire, mais enfin, maîtriser un peu Platon et un peu Aristote, ça aide quand même à donner du champ à la réflexion. Donc oui, c'est un thème complexe. Mais encore une fois, la grande complexité, comme à chaque sujet, ça va être la rencontre avec les autres termes du sujet qui vont donner de l'épaisseur un peu. Donc, pour répondre précisément à ta question, parce que je suis un peu long là-dessus, vouloir définir le terme dans tous ses sens possibles, c'est exposer dès l'introduction sa réflexion à partir dans tous les sens. Ce n'est pas le but. Il faut avoir ces différentes significations en tête, ces différents emplois du mot image, et puis ensuite voir comment ça rencontre les autres termes du sujet. Entièrement d'accord. En tout cas, ce qui est important, c'est sûr, c'est de comprendre, comme tu disais avec Platon et Aristote, que
l'image a toujours existé et que c'est une thématique qui a toujours été une thématique littéraire, philosophique et même du domaine de la culture, que c'est encore le cas aujourd'hui et que ça nous pose toujours autant de problèmes, si ce n'est plus encore, avec tout ce qui a émergé, le nombre de supports de l'image qui a évolué, etc. Donc on voit que c'est une thématique qui est actuelle, mais aussi plus classique. Donc l'important, à mon avis, ça va être de pouvoir mélanger un peu les deux et de faire dialoguer le classique et le contemporain. Oui, c'est l'objectif de la culture générale, hein. L'épreuve existe précisément parce qu'on considère que l'humanité dialogue avec son passé et tutoie l'avenir en son présent, et que pour ce faire, il faut convoquer, bien entendu, les œuvres du passé pour se donner un peu d'un temps de recul pour regarder ce qui est en train de se passer devant nous et peut-être se passera après. Donc c'est l'esprit de la culture générale, de brasser tout cet héritage, celui que l'on regarde en première année notamment, brasser tout cet héritage pour en faire une réflexion qui soit authentique et autonome. Bien sûr. Et donc pour éviter de tomber dans la banale critique de la société actuelle aussi, il faut aussi prendre du recul sur pourquoi est-ce qu'on en est ici aujourd'hui. Ah oui, absolument. Et l'image nous aide à comprendre cela. Tu parlais des Grecs, mais en fait, l'image apparaît dès que l'humanité apparaît. L'art pariétal, dans les grottes, les premières images, elles sont là. Il y a un besoin d'image. Il y a quelque chose qui renvoie à la fois au visuel, évidemment, mais au visible. Et dans le visible, il y a l'invisible. Donc... s'interroger sur l'image, c'est évidemment s'interroger au-delà de la pure représentation qui est là, c'est factuellement le cas, mais s'interroger sur autre chose que ce qui est perceptible et s'interroger sur qui regarde quoi, d'où est-ce que l'on regarde. Enfin, il y a énormément de pistes à explorer. Moi qui me donne un peu le vertige, je dois avouer, parce que cette année, plus particulièrement encore que les autres années, j'ai l'impression qu'il faut faire feu d'absolument tout bois, ne pas se réduire à une contemporanéité, je réussis à le dire, qui est importante, parce qu'on peut très bien partir de la publicité, on peut très bien partir de slogans marketing pour des gens qui vont entrer en école de management. C'est une tentation qui peut être très grande. Enfin, je sais qu'à Audencia, j'ai travaillé sur l'Antiquité et le marketing, et on voit à quel point le marketing fait appel à des images modernes, travaillées, mais à des images anciennes également, donc à un imaginaire culturel. Et tout cela fait que ce thème, donne le vertige, parce qu'en fait, il y a une espèce de profondeur de champ et de problématiques qui naissent de cette profondeur qui est assez étourdissante. Donc c'est loin d'être facile. Et c'est passionnant aussi, parce que tu parlais juste avant de la préhistoire avec les grottes qui mettaient déjà des images en place, à la société actuelle qui est finalement très proche d'une multiplicité d'images à tout va, avec le nombre de supports qui ont été développés, avec beaucoup de publicité, tu en parlais juste avant, et on voit que finalement, même l'image en tant que telle a évolué, et aussi, le but, c'est sûrement pas de faire un historique de ce qu'est l'image, espérons, mais plutôt de comprendre aussi que malgré toutes les époques, finalement, l'image a toujours été présente et a évolué au fur et à mesure, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un rôle essentiel dans l'image. Ah oui, mais parce que l'homme a besoin de se penser, et pour se penser, il faut qu'il se regarde, et donc sans réduire le thème à évidemment un dialogue de soi à soi à travers l'image, il faut quand même envisager la chose. C'est vrai que l'image est un outil de pensée, il y a des images pensantes, l'image aide à penser. Platon pense à la fois par concept et par image, il sait qu'il ne peut pas s'en passer, combien même on fait de lui le grand le grand maître à procès de l'image. Mais enfin, c'est l'image de la caverne, ce ne sont pas du tout les images littéraires qu'il réussit à mettre en place, à vocation philosophique, qui aident à voir un peu plus haut que les simples reflets que la réalité nous proposerait. Et je mets bien un conditionnel, parce que cette réalité, elle est quand même très importante, notamment pour la phénoménologie, qui a une approche complètement différente. Même l'allégorie de la caverne est une image aussi. Mais absolument, c'est le grand paradoxe de Platon. Platon veut détruire les images. Bon, c'est pas un iconoclaste non plus, mais il veut détruire les images et ne cesse de faire appel à l'image. Donc, l'allégorie de la caverne
commence par, en grec, c'est idée, hein, donc représente-toi. Ça y est, et idée, ça donne le mot idée en français qui renvoie au verbe voir, hein, à l'image. Donc, vous voyez, l'image est partout, y compris dans nos mots, d'ailleurs, et ça c'est un point, tu vois, tu envisageais les différentes possibilités d'appréhender le sujet, mais oui, il y a les images mentales, oui, il y a les images mémorielles, et il y a aussi l'image littéraire. Voilà, c'est extrêmement, extrêmement important, l'image poétique. Bien sûr, bah oui, et tout ce que ça englobe en termes un peu communs dans la définition de l'image et qu'on retrouve dans toutes ces images-là que tu as citées juste avant. D'ailleurs, même nous, là, on est en train de se mettre en image et on sera vu voilà, sur un nouveau support qui est YouTube ou Instagram ou TikTok. Donc, encore une fois, on voit que les choses évoluent et que ça joue toujours ce rôle de représentation et même de véhiculer, de communiquer, parce qu'on communique actuellement et on communique aussi par l'image vraiment dans la société. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de supports comme Instagram, YouTube ou quoi qui utilisent l'image aussi pour communiquer. Donc est-ce qu'aujourd'hui, même la définition un peu de l'image évolue en même temps que nos supports? Enfin, l'image est un médium. Donc, parce que l'image est médium, elle a besoin d'un support. Et de fait, en fonction du support que l'on va avoir, on ne va pas produire le même type d'image. Il y a des questions et des problématiques extrêmement importantes qui rejoignent des problématiques contemporaines, notamment l'image générée par l'intelligence artificielle pose des questions. Que représente-t-elle cette image? Que dit-elle? Alors on rejoint évidemment des thématiques qui sont anciennes, et alors là pour le coup dont Platon aurait pu se saisir sur le caractère trompeur, mensonger, fallacieux et dangereux de l'image. On s'en est rendu compte notamment à l'occasion des campagnes électorales qui ne sont pas terminées. Cette année, c'est une grande année de campagne électorale. Donc, l'image joue un rôle prépondérant. On voit des entreprises et des partis qui investissent sur ce jeu d'image. Donc, c'est effectivement extrêmement, extrêmement important. Mais oui, le support dit quelque chose, puisque de toute façon l'image, au-delà d'être un mot, est également très souvent un objet matériel, donc mouvant ou pas d'ailleurs, enfin fixe ou mobile. Mais oui, le support va changer. Mais précisément, le but de notre réflexion est de ne pas s'enfermer dans une typologie de support et éviter de penser l'image uniquement sous le prisme contemporain de nouvelles technologies, par exemple. Et ces nouvelles technologies ne sont que le résultat de toute une histoire et d'une construction dont il faut bien prendre en compte les sources, et donc convier ces sources pour comprendre ce qui est en train de se passer. Bien sûr, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi le passé influe le présent et même le futur, et justement l'image a subi ça aussi, et on voit que tout ça a évolué, pour en arriver aussi finalement à, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup d'images, et qui dit beaucoup d'images dit aussi que leur rôle a évolué. Est-ce que finalement on est toujours autant, comment dire, est-ce qu'on croit toujours autant aux images? Est-ce que finalement on s'en méfie d'autant plus? C'est ce que tu me disais tout à l'heure, ou avec l'intelligence artificielle, la multiplicité des images, est-ce que finalement il n'y a pas aussi une remise en question de l'image? Donc ça peut être intéressant de réfléchir à ce que nous dit le monde dans lequel on vit, sans oublier quel était l'objectif de base de l'image, sans mauvais jeu de mots. Oui, alors c'est vrai que les images se sont multipliées aujourd'hui, elles débordent de partout et on est un peu comme immergé. Ce qui fait que pour un cerveau normalement constitué, choisir des images, décider qu'une image est bonne ou pas, et nous convient ou ne nous convient pas, c'est quelque chose qui devient de plus en plus complexe, puisqu'on n'est pas fait pour choisir quand il y a trop de choix possibles. Mais à l'inverse, et par un effet sans doute bénéfique, quand on est obligé de se poser la question de savoir quel choix on doit faire, précisément on se met à réfléchir. Et donc si pour certains l'omniprésence de l'image peut être dangereuse, et elle l'est, factuellement elle l'est, puisque l'image et le texte notamment ne fonctionnent pas du tout de la même façon. L'image s'impose par notre regard, par le caractère visuel, immédiatement à notre cerveau et s'imprime.
Les mots, eux, ont un cheminement un peu différent, demandent du temps, de la maturation, de la compréhension. Une image, qu'on la comprenne ou qu'on ne la comprenne pas, elle va s'imprimer. Elle va être là. Elle peut être extrêmement choquante, sans qu'on décline les possibilités. Elle peut être extrêmement choquante parfois. Ou très belle aussi, et enthousiasmante. Mais les mots fonctionnent différemment, ont un canal de fonctionnement très différent. Ce qui fait qu'il faut réussir à poser des mots, d'où la dissertation. Il faut réussir à poser des mots sur quelque chose qui est omniprésent, mais l'a toujours été, mais aujourd'hui, c'est vrai, de façon massive. C'est le côté massif, en fait, de la présence de l'image, où que l'on aille, qui s'impose à notre compréhension. Oui, oui, parfois même, on pense même à une forme d'oppression de l'image, tellement elle est omniprésente. Et c'est vrai que il y a quelque chose de très profond là-dedans, et ça nous amène aussi à un thème qui est, comme tu le disais tout à l'heure, très technique, et du coup aussi très intéressant, parce qu'à partir de ce moment-là, on voit que le thème balaye énormément de sous-thèmes. On pense même à d'anciens sous-thèmes qui sont tombés au concours les années d'avant, qui sont étroitement liés aussi, donc l'image englobe un peu tout ça, et nous amène à réfléchir, et non pas exposer voilà, nos réflexions un peu qu'on peut avoir dessus. Pour revenir très rapidement sur le thème de l'image, on a aussi voilà, des étudiants qui aiment beaucoup passer par voilà, la notion d'imago qui vient étymologiquement qui est très proche d'imitare, qui veut dire imiter, donc que l'image est une copie. Est-ce que c'est pas trop, comment dire, un peu répétitif de voir dans une copie toujours la même un peu étymologie qui revient, ou est-ce qu'au contraire ça peut être valorisé? L'étymologie est l'étymologie, hein, donc voilà. Mais se rappeler que l'imago c'est le masque mortuaire peut, en fonction de, chez les latins, peut, en fonction de certains sujets, se décliner de différentes façons. Par exemple, si on a un sujet ou un développement où l'on est amené à convier, par exemple, le rapport de l'image à la mémoire, imago, oui, ça s'impose, et on peut le noter. Ce ne sera une surprise pour personne, certainement pas pour le correcteur, mais au moins on montre que l'on sait. Il y a ça aussi, hein, dans la dissertation, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas là pour surprendre à longueur de temps le correcteur de choses absolument extraordinaires ou de références inattendues. Non, on est là pour parler à un langage commun qui s'appelle la culture générale. Non, et generalis en latin, ça veut dire général. Ça veut dire generalis en latin, ça veut dire commun. Donc il faut qu'on ait ce langage commun. Pas la peine d'aller chercher des expressions à droite et à gauche. Mais pour autant, cette même image, il faut quand même la définir dans ce qu'elle est, pour pouvoir l'assimiler à d'autres éléments et en faire un discours qui soit intelligent. Bien sûr, et c'est toute la complexité. Là, on voyait juste avant que tu reprenais voilà, le masque mortuaire pour faire appel à une représentation et aussi à une image mémorielle. Donc on voit directement le lien entre la représentation, l'image qu'on laisse et celle qui va rester en mémoire, parce que l'image reste en mémoire aussi par son caractère visuel et visible, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir accentuer dans les dissertations, montrer que finalement, toutes ces différentes définitions que l'image peut avoir vont peut-être amener aussi à des convergences, et notamment à des idées qui vont pouvoir émerger dans le même sens, et aussi pas toujours dans le même sens, mais voilà, dans le cadre d'une dissertation, et notamment dans les différentes parties, sous-parties, ou même développement en grand 3. Oui, puisque l'image fait partie de nos vies, et que la vie ne se réduit pas juste à 3 lettres et puis une espèce de feuille blanche sur laquelle on aurait à écrire l'avenir, il y a une épaisseur. Et cette épaisseur, l'image, y participe. Donc oui, il va falloir lier l'ensemble, raison pour laquelle, non pas décliner toutes les significations possibles dès l'introduction, ça n'aurait aucun sens, mais les avoir bien en tête pour pouvoir jouer sur ces significations, sur ces aspects de l'image, et ensuite construire une réflexion qui soit la plus efficace possible. Parfait. J'avais une question aussi, on va dire un peu plus analytique. Est-ce que pour toi, il y a une vraie différence entre l'image et les images? L'image est conceptuelle. Les images vont donner une déclinaison et précisément rejoignent ce que l'on disait auparavant, c'est-à-dire ce sont toutes les facettes de cette image. Et même quand on regarde juste l'exercice théâtral, on se rend compte que au théâtre, il y a un masque, alors dans l'Antiquité évidemment, et puis ensuite de façon plus imagée, si je puis dire, dans le théâtre par exemple molièresque, mais
la plupart des personnages complexes de Molière, qui est un grand connaisseur de l'âme humaine, la plupart de ces personnages ne portent pas un masque. Leur masque, en réalité, il a plusieurs couches, plusieurs feuilles. Ou alors, c'est Lorenzaccio chez Musset, qui finit par ne plus bien savoir qui il est en fonction des masques qu'il porte, en fonction de ses interlocuteurs. Il se pose une question sur sa propre identité. Et si je n'étais qu'un masque? Mais ce masque, en fait, il est variable. Il y a plusieurs masques sous le masque. Donc il y a les images et l'image. Oui. Bien sûr, et pour revenir sur Lorenzaccio, peut-être qu'il y a d'autant plus finalement d'images aussi que finalement on cherche à masquer. Et donc on retrouve aussi cette dualité un peu entre le rapport entre l'homme et son image. Et c'est la grande question, hein, l'image que l'on veut donner, ou que l'on donne sans le vouloir, toujours. Hein, que l'on pense que l'on pense donner, ou que l'on ne pense pas donner, mais finalement qui est celle que les autres ont de nous. Cette image-là, elle est complexe, et puis elle varie, qui plus est, elle n'est jamais définitive. Donc oui, c'est extrêmement important de se pencher sur ce thème qui est un très très beau thème. Très beau thème, et puis encore une fois aussi, il y a autant d'images que finalement il y a de conscience qui se pose sur une personne. Donc forcément, bien sûr. Ça donne aussi toute l'énigme de l'image. Finalement, une image qui est vouée à autrui et à la fois toujours un rapport que j'entretiens avec. Absolument. En tout cas, merci beaucoup Frédéric pour cette vidéo autour de la définition de l'image. J'espère que ça servira à tous les étudiants. Et en tout cas, toujours un plaisir de te retrouver.